session, l'art de créer des liens. Alors créer du lien, des liens, c'est sans doute ce dont notre pays a le plus besoin aujourd'hui dans l'actualité brûlante qui nous préoccupe tous. Et donc notre table ronde est consacrée à cette question, savoir comment l'art peut créer du lien. Alors, nous sommes en plein festival à Dax. Et c'est vrai que moi, par exemple, ce soir, j'ai la chance d'aller écouter Iphigénie en Tauride. Et c'est sûr qu'à la fin du spectacle, il y aura un lien très fort entre tout le monde. On pourra tous se parler, on aura vécu quelque chose ensemble. Donc l'art crée du lien dans ce sens-là. Mais dans quelle mesure cet opéra va participer à apaiser la situation en France, à créer plus de liens? Ça, on en discutera. Je ne sais pas si toute la France sera représentée au théâtre, sans doute pas. Donc c'est vraiment ces questions qu'on va essayer d'aborder, là. Comment l'art peut créer du lien? Quel art? Comment? Et on a la chance d'avoir différents représentants de différents arts qui peuvent en discuter. Alors j'ai déjà vous présenter ma partenaire de table ronde, qui est donc économiste du Cercle des économistes, Anne Perrault. Donc vous êtes, pour dire quelques mots quand même de vos spécialités, vous êtes spécialiste dans les domaines de l'économie industrielle et de la politique de la concurrence, mais aujourd'hui sur l'art, Anne. Voilà. Donc, voilà. Et donc, à côté de moi, je vous présente peut-être tout de suite les panélistes, et après Anne aura un temps pour lancer la table ronde, avant que chacun parle. Ensuite, on discutera un peu entre nous, et il y aura vraiment un temps aussi d'échange avec vous. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Donc, je vous fais une petite présentation de chacun de nos panélistes. Mon voisin, c'est Pierre Vasarely. Pierre, vous êtes le président de la Fondation Vasarely, et le petit-fils du maître de l'art cinétique, Victor Vasarely. À côté de lui, Kenji Matsubara. Kenji, vous êtes le PDG de CNK Corporation, donc un grand spécialiste des jeux vidéo notamment. Et à côté de Kenji, Nathalie Marchak, qui est scénariste et réalisatrice, et qui est vice-présidente de l'ARP, donc la Société des auteurs, réalisateurs, producteurs. Donc Anne, je te laisse la parole pour introduire la table ronde. Donc quelques mots sur comment donc art, lien et économie. Merci beaucoup Anne. Alors le jeu ici, c'est d'essayer de prendre toutes les questions par un prisme économique, ce que je trouve personnellement très amusant, surtout quand il s'agit de domaines qui, en apparence, ne sont pas si proches que ça des préoccupations centrales, des taux d'intérêt, etc. Mais vous allez voir que si. Alors, qu'est-ce que l'économie nous dit sur l'art? Alors d'abord, il y a toute une série de travaux absolument passionnants qui visent à essayer d'expliquer, avec des raisonnements économiques, comment se forme le prix d'une œuvre d'art. Comment peut-on expliquer le prix d'un Rembrandt, le prix d'un Vasarely, le prix d'un Rothko, etc. Donc il y a des très nombreux travaux sur ces problématiques-là. Et puis par ailleurs, il y a de nombreux domaines de l'art, le cinéma par exemple, qui est non seulement un art mais une industrie, comme le disait Malraux, et pour lequel on se pose des questions d'organisation industrielle du secteur tout à fait semblables à d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier malgré tout dans l'art que n'a pas la baguette de pain, par exemple? Eh bien, le fait que l'art relève toujours plus ou moins d'une catégorie qu'on appelle les biens publics. Alors, quand on les définit vraiment rigoureusement, les biens publics, c'est des biens qui sont caractérisés, par exemple, par le fait que quand je consomme une unité de ce bien public, je n'empêche pas mon voisin de consommer la même unité du bien public. Par exemple, on peut être deux à regarder un tableau, ça n'épuise pas la consommation de ce tableau, ou ça n'épuise pas la prestation d'un orchestre. Donc cette caractéristique de bien public est assez importante en économie parce que c'est elle qui justifie au fond le fait que la puissance publique peut intervenir pour corriger les défauts de marchés qui ne fonctionnent pas vraiment bien quand les marchés ne sont pas des marchés de biens privés. Et puis par ailleurs, à l'évidence, on peut considérer, et là je me rapproche du sujet l'art qui relie, on peut évidemment considérer que l'art, comme l'éducation et la culture de manière générale, favorise l'élaboration d'une culture commune, d'un creuset commun, d'un référentiel commun entre des gens qui participent à une collectivité, et qu'à ce titre, la puissance publique a quelque chose à voir avec le fait que l'art participe à la liberté d'expression, je dirais. Alors d'ailleurs, sur la liberté d'expression, on voit bien que dans les régimes totalitaires, on observe très souvent que les premières atteintes aux libertés sont celles qui passent par des autodafés,
ou de la censure, ou la naissance d'expressions comme art dégénéré, du temps des nazis par exemple. Et donc on voit bien que l'art est un point focal sur lequel la liberté d'expression peut être entravée par des régimes totalitaires. Et donc, évidemment, l'art est, comme beaucoup d'autres choses, un sujet politique et un sujet économique. Alors même si c'est un sujet économique, même dans les pays où il n'y a pas de ministère de la culture, parce que nous, on est habitués à avoir un ministère de la culture puissant, très visible, qui entreprend beaucoup d'actions, il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de ministère de la culture, mais il y a toujours quand même des mesures en faveur de l'art. Si vous prenez le cas des États-Unis, il n'y a pas de ministère de la culture, mais il y a énormément de politiques fiscales qui encouragent le mécénat et qui sont, au fond, une manière de sacrifier des ressources publiques qui, sinon, auraient pu être collectées par l'impôt et laisser entre les mains du secteur privé le soin de choisir les programmes culturels sur lesquels ils vont se développer. Alors, ça, c'est une première manière d'investir dans l'art pour les politiques publiques, c'est de consacrer des ressources à l'art. Alors, il y a évidemment 1000 manières de consacrer des ressources à l'art. Une façon qui nous fait beaucoup de peine à tous, je pense, c'est les ronds-points et les fabuleuses sculptures qu'on peut y trouver, qui sont une expression de l'art officiel et qui concentrent des financements publics destinés à favoriser la sculpture ou d'autres formes d'expression. Mais on peut en rire aujourd'hui, n'empêche qu'il y a des travaux d'historiens très sérieux sur les monuments aux morts de la guerre de 14, qui sont au fond des choses assez semblables dans leur projet, qui sont de mettre au centre du village des œuvres qui vont être financées par la puissance publique et qui vont servir au fond de point de ralliement de la population. Il y a toute une série de travaux historiques qui montrent qu'effectivement les monuments aux morts ont été des facteurs de rassemblement et disons de coopération entre les individus après les guerres. Alors aujourd'hui, évidemment, Dieu merci, on n'a plus besoin d'ériger des monuments aux morts en France, mais par contre, on fait face à un certain nombre de fractures qui font que l'art a besoin de politiques publiques pour relier. J'ai regardé un petit peu les politiques les plus significatives dans ce domaine ces derniers temps, et évidemment, il y en a une qui est très importante, qui est le pass culture. Donc le pass culture, c'est une mesure qui a été mise en œuvre à partir de 2019 et qui alloue à chaque jeune entre 15 et 18 ans un certain montant qui a varié au cours du temps, qui a varié plutôt à la baisse, mais c'était dans l'objectif de généraliser cette politique à un plus grand nombre de publics, et qui permet aux jeunes de choisir des consommations culturelles. Alors évidemment, l'État est un petit peu prescripteur, puisque tout n'est pas possible avec ce pass culture, mais on peut acheter des livres, des places de cinéma, des entrées dans des musées, des choses comme ça. Alors quel bilan peut-on tirer de ce pass culture ? Plutôt un bilan assez favorable. Hein. Grosso modo, il y a 3 millions de jeunes qui bénéficient de ce pass et qui l'utilisent vraiment dans des proportions très importantes. Alors pour faire quoi ? Ça a été un petit peu ça les sujets d'inquiétude. C'est qu'au début de la mise en place du pass culture, on s'est aperçu que les gens étaient dans des tunnels de consommation qui étaient les leurs et qui consistaient à dire moi j'achète des mangas, maintenant je vais acheter des mangas avec le pass culture. Alors on n'a absolument pas de hiérarchisation des consommations. La seule chose qu'on peut dire, c'est que disons que ça ne faisait pas apparaître une énorme diversification des pratiques culturelles. Et finalement, le pass culture a fini par utiliser les codes des réseaux sociaux pour proposer ce qui s'apparenterait à une playlist en fait sur le site du pass culture, en disant aux gens mais est-ce que vous avez pensé à aller voir ce film au cinéma, à acheter tel et tel type de livre, à aller dans tel et tel musée, etc. Et cette politique a été très efficace finalement pour diversifier le pass culture. Donc finalement le bilan est plutôt positif, mais il reste des fractures et peut-être qu'on va en discuter. D'abord une fracture territoriale, évidemment quand vous n'avez pas accès facilement à un musée, c'est pas facile d'y aller. Et puis encore des fractures tenant au niveau de diplôme. Évidemment, plus les jeunes sont diplômés et engagés dans des études longues, plus ils utilisent le pass culture d'une manière diversifiée, riche, etc. Mais on voit que c'est malgré tout un assez bon outil
pour répandre la culture dans des populations qui ne sont pas spontanément attirées par la culture. Juste le dernier mot pour finir, c'est qu'on a souvent tendance à penser que les nouvelles technologies, finalement, ont sonné le glas de la culture telle qu'on la connaissait. Alors, ce n'est pas vrai du tout pour la musique classique, sujet que j'ai regardé un peu plus précisément. Au contraire, les offres de streaming, dans lesquelles on propose aux gens des playlists, dans lesquelles on ne se centre pas sur un genre, mais plutôt sur une ambiance. Alors, bon, c'est un peu bizarre comme concept, mais enfin, voilà, ambiance romantique ou ambiance quelque chose d'autre, et où sont glissés des morceaux de musique classique, et bien ça, finalement, ça a attiré vers la musique classique des publics qui n'y étaient pas initialement. Voilà, donc je pense que tous les espoirs sont permis. Merci Anne pour cette note d'espoir. Merci, et on va passer la parole à Nathalie pour se plonger dans un art, je pense qu'on aime tous, le cinéma. Donc Nathalie, c'est votre domaine professionnel, vous connaissez particulièrement le 7e art. Donc comment vous, dans votre pratique, dans votre métier, de ce que vous observez, donc, comment le cinéma peut-il vraiment créer du lien aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez chez vous? Alors déjà, je peux vous parler un petit peu de, quand on parle de lien, pour moi, je peux vous parler de magie. À titre personnel, mon métier est magique puisqu'effectivement, j'ai des histoires dans la tête et je vais les écrire. Et puis après, grâce à plein de gens, parce qu'on ne fait pas ça tout seul, je vais les mettre en images et je vais potentiellement les partager avec des spectateurs. Donc aussi bien au cinéma qu'à la télévision, puisque j'ai fait aussi une série. Et ça, déjà, en soi, c'est magique. C'est-à-dire que le lien, il est créé immédiatement puisqu'on invite les gens à voyager dans notre imaginaire. Et si moi, ça m'est venu, c'est parce qu'évidemment, je l'ai vécu d'abord dans des salles de cinéma. Je pense que c'est le lieu absolu du lien. Là, on est tous dans une salle ensemble, on regarde au même endroit. Et bien, dans une salle de cinéma, on voyage encore une fois dans un imaginaire. Moi, j'ai un souvenir, j'imagine que vous en avez aussi, parce qu'avant de venir ici, j'ai réfléchi, un souvenir très fort comme ça d'un jour où, quand j'avais 6 ans, j'étais en pyjama, en chaussons à la maison. Et mon père m'a dit, allez, viens, on va au cinéma. Il m'a pris sur ses épaules. Et on est descendu et on a vu le film Brasil de Terry Gilliam. Et je crois que je n'oublierai jamais, je ne sais pas si vous avez vu ce film, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, le moment où le personnage de Harry Tuttle, qui est joué par Robert De Niro, se trouve avalé dans de la paperasse administrative. Ça m'a profondément bouleversée. J'ai le souvenir aussi de ma maman qui pleurait jamais dans la vie, que j'ai vue pleurer de toutes ses larmes devant le choix de Sophie. Et donc, au-delà du lien que moi j'ai pu créer avec l'imaginaire du cinéaste qui m'a emmenée dans sa vision, j'ai aussi créé du lien avec mes parents. J'ai créé du lien avec des gens autour de moi. Je ne sais pas si vous avez vécu peut-être votre premier baiser dans une salle de cinéma. Vous avez partagé des rires avec des gens. Et on le voit par exemple en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui a un énorme succès en salle, un petit truc en plus, qui est bientôt à 8,5 millions d'entrées, qui va peut-être faire 10 millions. Et ce film, alors je le dis parce que je vais vous parler un peu de comment on fabrique les films et le lien aussi avec l'économie, parce que c'est important, comme vous l'avez dit, le cinéma est aux confins de l'art et de l'industrie. Ce film, personne n'en voulait. Donc le cinéma, c'est vraiment une industrie de prototypes, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, en salle, il rassemble tellement de gens qui vont, je crois, peut-être jeter un regard sur le handicap qui est différent. Et ça façonne notre société. C'est-à-dire qu'on a cette capacité, quand ça marche, parce que la grâce, on ne la touche pas toujours. Donc il faut laisser d'ailleurs les créateurs chercher, se tromper, etc. C'est vraiment une industrie de prototypes, mais quand on y arrive, on a cette capacité peut-être de transformer profondément la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, particulièrement, avec ce contexte que nous vivons tous, des élections, je pense que c'est plus que jamais important de protéger, du coup, pour continuer à créer ce lien, notre création, notre imaginaire. Je le dis et je rebondis sur ce que vous avez dit, Anne, par rapport évidemment aujourd'hui aux élections. Une des premières annonces du Rassemblement national, ça a été de dire on va supprimer l'audiovisuel public. Alors plein de gens se disent, bon, finalement, il y a plein d'offres aujourd'hui, il y a énormément d'offres à tout niveau, des plateformes, etc. Il y a une surabondance. Qu'est-ce que ça changerait véritablement? Ça changerait énormément de choses. Parce qu'un créateur, pour pouvoir créer librement, il ne doit pas faire face à un seul interlocuteur unique qui va lui dire ce qu'il doit faire, parce que sinon il ne sera plus libre. Et que l'audiovisuel public, pardon, vous voyez, je crois que ça m'émeut, donc j'ai ma voix qui part. L'audiovisuel public est un des guichets très importants de financement et malgré tout un des partenaires qui n'a pas a priori en tête immédiatement une rentabilité économique.
Alors, peut-être que vous tous, vous passez votre temps à parler d'économie. C'est important, le cinéma est une industrie et c'est évidemment une économie. Et on espère tous, quand on fait un film, qu'il va rapporter beaucoup d'argent. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la rentabilité d'une œuvre, d'un film, de, je crois, tous les biens culturels, n'est pas le même que n'importe quel autre produit. C'est ce qu'on appelle un peu l'exception culturelle. Et effectivement, l'ARP, dont je suis vice-présidente, est une association d'auteurs, réalisateurs, producteurs qui a beaucoup œuvré justement à créer ce concept d'exception culturelle. Et parce que voilà, l'art ou le cinéma, c'est pas comme une baguette de pain, comme vous disiez. Et donc, pour qu'on puisse créer librement, il faut que quand on fait un film, je ne sais pas si vous savez un peu comment ça marche, quand on a écrit un scénario, on va chercher un producteur et puis on va ensuite chercher des partenaires pour le financer parce que pour le coup, un film, ça coûte très cher, ça coûte plusieurs millions d'euros à fabriquer. Et donc on va chercher des gens, on va chercher des chaînes de télé, on va chercher des distributeurs, on va chercher plusieurs partenaires, on va chercher des régions, on va chercher le CNC, on a heureusement effectivement en France, et je tiens à le dire, et c'est important, on a un cinéma qui est exceptionnellement fort, qui participe d'ailleurs au rayonnement de la France dans le monde. Voilà quelques éléments informatifs, mais c'est vrai qu'on est le premier cinéma dans les festivals au monde. On est le 3e cinéma en termes de puissance économique, derrière les États-Unis et la Chine. On est l'un des plus grands parcs de salles d'Europe. On est le premier public cinéphile d'Europe. Donc voilà, c'est très important d'avoir tous ces éléments en tête pour défendre notre cinéma. Mais pour tout ça, en fait, il faut qu'on continue, nous, à être libres. Et on attire d'ailleurs beaucoup de cinéastes du monde entier parce qu'on offre à nos créateurs une liberté. Et je dis ça parce qu'on est à un moment donné où il faut absolument se méfier des situations de monopole qui peuvent être créées, qui sont en train par moments de se créer parmi justement des grosses, soit des grosses structures dans le cinéma. Alors il y a effectivement des conglomérats en fait de producteurs qui se créent et qui sont parfois, comme c'est le cas, nous on est en ce moment en train d'interroger un petit peu par exemple la structuration de financement de Media One, qui sont en fait au niveau capitalistique détenus majoritairement par des capitaux étrangers. Et donc on se pose la question de savoir est-ce que, à un moment donné, alors effectivement il y a plein de producteurs chez Media One qui sont formidables. Moi j'ai ma série qui a été notamment produite, Les Siffleurs, par une structure au sein de Media One. Mais est-ce qu'à un moment donné, quand une société est capitalistiquement, majoritairement détenue par des fonds étrangers, on le sait bien, est-ce qu'à un moment donné l'actionnariat, pour des raisons de rentabilité, ne va pas peser sur justement ce qui est financé, ce qui est créé, et donc peser sur notre imaginaire français et européen. Donc c'est des vraies questions aujourd'hui qu'il faut se poser. Et donc protéger notre création, c'est aussi agir sur le plan économique, à protéger en fait qui détient le capital de ceux qui financent nos œuvres, et évidemment d'œuvrer pour qu'il y ait encore un audiovisuel public, pour qu'il y ait encore des partenaires qui n'aient pas forcément en tête immédiatement une rentabilité économique de court terme. Parce que, alors là, je vais vous dire, parfois on ne le sait pas, mais je vais vous citer quelques films qui, je pense, sont considérés comme des chefs-d'œuvre de cinéma, et qui pourtant, quand ils sont sortis, ont été des échecs au box-office. Alors je vais vous en citer quelques-uns, vous allez me dire si... parce qu'après, évidemment, vous pourrez poser des questions, donc réagir, me dire si vous le saviez. Alors le premier, il y en a quelques-uns évidemment que je connais. Si je vous dis Citizen Kane d'Orson Welles, voilà, ce film n'avait pas marché en salle. Blade Runner de Ridley Scott n'avait pas marché en salle. Brasil, que je vous ai cité, qui a été mon choc de cinéma, n'a pas fonctionné en salle. La règle du jeu de Jean Renoir, Fight Club de David Fincher, Scarface de Brian De Palma, Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón. Alors, je vais vous donner un chiffre, 76 millions de dollars de budget sur Les Fils de l'Homme, il n'a rapporté que 35 millions de dollars. Dans l'immédiat, encore une fois. Il était une fois en Amérique, qui est moi un film que je regarde religieusement chaque année de Sergio Leone. Il a coûté 40 millions de dollars, il n'a rapporté dans l'immédiat que 2,5 millions de dollars. Mais, et c'est là que je mets un énorme mais, c'est qu'évidemment, si on regarde la rentabilité économique à court terme, on se dit c'est un échec. Mais ces films ont continué à rapporter énormément d'argent, au-delà du fait qu'ils aient marqué leur époque, qu'ils aient permis à des cinéastes d'avoir envie de faire du cinéma, qu'ils aient marqué notre culture, qu'ils aient apporté énormément. C'est-à-dire qu'il y a aussi une rentabilité
culturelles, mais au-delà de ça, ce sont devenues des œuvres de catalogue qui, en fait, à terme, sur le long terme, ont rapporté beaucoup d'argent. Et donc, il faut se méfier de cette recherche, à un moment donné, quand justement on finance des films, de se dire ah là là, est-ce qu'il va marcher là tout de suite? Parce qu'en fait, c'est impossible. Et je vais vous dire, si on connaissait le secret pour faire des films qui allaient marcher à coup sûr, eh ben, on le saurait. Et il y a la grâce qui se produit, il faut à chaque fois prendre un risque. Donc voilà, moi je vous invite là-dessus, quand on parle de cinéma et d'économie, d'être dans de comprendre cette logique quand on crée, de se dire voilà, c'est à un moment donné quelqu'un qui va s'entourer de gens pour partager ce qu'il a en tête. Et on ne sait pas si ça va toucher les autres, mais l'objectif absolu, c'est évidemment de créer du lien et de transporter, de faire voyager dans son imaginaire les autres. Merci Nathalie. Merci. Merci beaucoup pour ce voyage dans le cinéma. Et maintenant, je voudrais que Kenji nous dise quelques mots sur un des arts les plus populaires aujourd'hui, les jeux vidéo. Et les jeux vidéo, ils ont cette capacité incroyable de créer du lien, même au-delà des frontières, au-delà des générations. Donc Kenji, c'est votre tour. Comment aujourd'hui, toute cette industrie des jeux vidéo, comment vous, de votre point de vue, d'un des grands patrons du secteur, comment vous créez du lien? Oh, thank you. Merci. Les jeux vidéo ont maintenant 50 ans d'histoire et au début, les jeux vidéo étaient un média pour connecter les gens. Les enfants jouaient aux jeux avec leurs amis et les créatifs, les gens qui jouaient voulaient partager les expériences avec les autres, leurs amis, la famille. Et au début, déjà, les jeux vidéo n'étaient pas seulement de divertissement, c'est devenu un média pour connecter les gens avec les jeux de console comme Nintendo DS ou Switch. Ces médias peuvent mieux connecter les gens. Pour les enfants, après l'école, ils peuvent se réunir et jouer avec des copains et partagent leur expérience. Et c'est important dans le marché mondial. Avec les nouvelles technologies, avec l'Internet et les smartphones, ces technologies ont pu croître les liens entre les personnes et les joueurs, les gamers. Pour les capacités en ligne, on a eu de nouveaux divertissements dans les jeux vidéo. Les personnes qui jouent en ligne découvrent des jeux en ligne, mais ces jeux en ligne finissaient par attirer les gens et les encourager à jouer. J'ai produit des jeux en ligne pour plus de 20 ans. J'ai commencé en 2003 et maintenant, ça fait plus de 20 ans que j'ai créé ce jeu et c'est toujours actif. Il y avait 100 000 personnes qui jouent par jour pendant 20 ans et les gens continuent à jouer. Quelques joueurs maintenant se connaissent dans la vie. Et j'ai même entendu qu'il y a un couple qui s'est marié. Ça peut arriver avec les jeux vidéo qui deviennent des services au-delà de juste être un divertissement unique. Aujourd'hui, un nouveau sujet pour les jeux vidéo. Vous pouvez voir des personnes qui passent des heures et des heures jouer dans leur maison. Les e-sports, donc les sports en ligne, et c'est un bon entraînement pour les athlètes qui doivent se concentrer, doivent s'entraîner. Et la plupart du temps, les athlètes de e-sports vont faire un vrai entraînement
pour jouer et pour être un vrai athlète de e-sport, ils ont besoin du même type d'entraînement avec des joueurs de sport physique. Les e-sports ont créé de nouvelles opportunités pour les jeux vidéo au-delà du divertissement. Je ne connais pas la situation en France, mais aux États-Unis et au Japon, plutôt, beaucoup d'universités commencent à intégrer les e-sports dans leurs programmes. Comment améliorer les compétences, comment analyser les données du jeu, comment organiser les événements de e-sports, comment soutenir une communauté pour travailler dans le domaine des e-sports. Donc, c'est très intéressant à voir. Avant les e-sports, les jeux vidéo étaient juste pour des joueurs, des gamers, mais maintenant, les e-sports intéressent les athlètes. Il y a des gens qui ne jouent pas, mais ils voient des joueurs e-sports qui sont en compétition. C'est très diversifié, les jeux de lutte comme la boxe. C'est très populaire dans les e-sports. Il y a également des courses de voitures. C'est très diversifié. Beaucoup de personnes de l'extérieur vont rejoindre le domaine des e-sports aujourd'hui et beaucoup d'événements e-sports sont organisés en France, à New York et dans le marché mondial. Ma société SNK soutient les activités e-sport avec des titres SNK. Nous avons un jeu célèbre, le roi des lutteurs, King of Fighters, c'est un jeu d'action. Et l'événement e-sports avec Team of Fighters a été organisé dans le marché mondial. Et SNK fournit des prix. Donc, on peut être hôte de tournois e-sports. Et le dernier tournoi était à Los Angeles cette année. Beaucoup d'éditeurs vont venir à ces événements e-sports et les publier en ligne. D'autres organisateurs aussi maintenant rejoignent ces e-sports pour créer ces événements. C'est un nouveau genre de jeux vidéo. Et on voit que notre audience est en train de s'élargir. En 3 ans, le public, les influenceurs, les athlètes, cette activité va certainement continuer à croître. J'espère qu'on aura un événement plus important de e-sports à partir de ce mois-ci. Nous avons les Jeux olympiques en France. Et j'espère qu'on pourra intégrer les industries des jeux vidéo à l'avenir. Je pense que ces activités et jeux vidéo peuvent être un bon moyen pour atteindre les personnes au niveau mondial. Donc, rendez-vous pour les Jeux olympiques de l'e-sport. Et on revient dans une dimension beaucoup plus locale avec vous, Pierre. Et je voudrais vous demander, comme vous présidez une institution culturelle d'Aix, comment concrètement une fondation comme la Fondation Vasarely crée du lien localement. Vous avez évidemment les touristes qui viennent vous voir, mais comment localement vous êtes un acteur de création de liens? Oui, alors peut-être revenir un tout petit peu sur le statut juridique de cette fondation. C'est une acception donc juridique tout à fait particulière qui remonte en fait à la volonté de mes grands-parents, Claire et Victor Vasarely, de créer cette institution
qui a été reconnu d'utilité publique en 1971, d'abord à travers la restauration et la présentation dans le cadre du château de Gordes de l'œuvre peinte de l'artiste, suivi 6 ans après par la construction du centre architectonique d'Aix-en-Provence, que l'on appelle aujourd'hui Fondation Vasarely. Mais cette acception juridique regroupait au tout début donc, ces deux lieux distincts de 60 km. Dans les statuts même de la Fondation, donc, qui date de 71, figure en fait tout le projet scientifique et culturel de cette structure, les volontés politiques et sociales très affichées de Victor Vasarely à l'époque, qui étaient de faire descendre l'art dans la rue, de rendre l'art accessible à tous, toutes ces notions dont on parle aujourd'hui de façon tout à fait commune, mais qui à l'époque étaient véritablement prêchées un petit peu dans le désert par ce couple à la fois utopiste et visionnaire. Mais donc l'action que nous menons depuis 2009 en fait à la Fondation à Aix vise à véritablement tenter de démocratiser l'art et faire en sorte, comme le souhaitaient encore une fois les fondateurs d'origine, démocratiser donc l'art et faire en sorte que tout un chacun, tous les jeunes, notamment des cités, tous les publics empêchés, puissent venir découvrir non seulement donc l'œuvre de Victor Vasarely, mais aussi la création contemporaine. Donc ça n'est pas un musée. À midi, je déjeunais avec une personne qui m'a dit « il faut absolument que je vienne voir votre musée ». Même si nous avons été reconnus Musée de France en 2020, c'est une fondation, enfin j'insiste encore une fois sur cette acception juridique toute particulière qui fait que nous avons quand même une grande latitude en termes de programmation. Nous pouvons à tout moment interagir, intervenir, faire découvrir de nouveaux talents sans avoir malgré tout de programmation à mettre en place sur 3 ans, 4 ans. Donc c'est une possibilité qui nous est offerte et qui nous permet justement de proposer des choses tout à fait originales, différentes, d'intervenir également dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles maternelles. Nous recevons au bas mot 10 000 enfants tous les ans, avec un module de visite guidée qui est bien huilé, de 40 minutes. Et ensuite, les enfants montent donc découvrir tout ce qui touche à l'œuvre de Vasarely, mais aussi à l'architecture, à la musique contemporaine. Donc ce sont des choses qui effectivement marchent très, très bien et qui ne sont pas forcément développées dans l'éducation nationale. J'insiste aussi sur le fait que nous intervenons aux côtés de l'école de la seconde chance à Marseille, qui s'occupe de jeunes adolescents de 18 à 20 ans, à 25 ans, jeunes adultes, qui sont en échec scolaire et qui, pour l'ensemble, je dis bien l'ensemble d'entre eux, n'a jamais poussé la porte d'un musée, d'une galerie, considérant que l'art, c'est pas fait pour eux, c'est fait pour les jeunes privilégiés français, blancs. Donc c'est un vrai problème que nous avons effectivement constaté depuis cette quinzaine d'années, que nous essayons effectivement de modifier à travers cette collaboration, en faisant venir encore une fois ces écoles, ces jeunes donc à la Fondation, en leur proposant des modules de création, en leur offrant la possibilité de venir gratuitement à la Fondation. Donc quand on parle de créer des liens, effectivement, ces liens sont inscrits dans les statuts même de la Fondation. Donc nous nous sommes glissés dans les pas de l'artiste. Donc ça n'est pas quelque chose que nous avons inventé, mais c'est quelque chose que nous essayons effectivement de développer le plus possible. Donc il y a vraiment une mission qui nous est conférée, que de nous ouvrir le plus possible à l'extérieur, à des associations qui œuvrent dans leur coin, avec plus ou moins de soutien extérieur, soutien financier. Mais donc, je parlais de cette association de l'école de la seconde chance, mais nous travaillons également avec les hôpitaux d'Aix-en-Provence, en intervenant auprès des enfants malades, en faisant venir des médiateurs. C'est quelque chose de très important que nous essayons de mettre en œuvre et qui fera que peut-être, dans quelques années, nous aurons affaire à une véritable démocratisation de l'art, au fait qu'effectivement, ces publics ne se sentent plus exclus, parce que c'est important de pouvoir, encore une fois, donner à voir au plus grand nombre et faire en sorte que des carrières soient ouvertes aussi à ces jeunes qui ont été privés de culture. Donc j'aimerais aussi parler d'une initiative qu'au niveau d'Aix-en-Provence, nous avons menée il y a quelques mois,
initiative unique en France, à savoir le regroupement au sein d'une association des 12 structures d'Aix et du Pays d'Aix, telles que le musée Granet, les ballets Près-le-Jocage, le Festival d'art lyrique, le ballet Grenade, toutes ces structures qui œuvrent donc en matière de développement donc de toute forme d'art, et qui fait que la solidarité doit jouer même au niveau, enfin surtout au niveau de nos structures, après les différentes périodes un petit peu compliquées que nous avons vécues. On parle souvent du Covid, mais c'est également tous les problèmes que nous voyons au niveau des baisses de subventions pour les structures qui effectivement sont portées par ces aides publiques. Alors nous, en tant que fondation privée, on est un petit peu en dehors de cela, puisque on nous demande de nous débrouiller tout seul au niveau du fonctionnement, donc on le fait effectivement seul, mais pour beaucoup de structures, beaucoup de structures effectivement publiques, il est très important, on évoquait le contexte actuel, très important qu'effectivement l'art continue de servir de lien, créer du lien entre les individus. Peut-être un exemple personnel que j'ai vécu, que je vis en ce moment depuis quelques mois. Notre fondation est partie intégrante de la saison de la Lituanie en France, qui va débuter au mois de septembre-octobre. C'est un programme qui avait été voulu par le président de la République et qui aura été menacé jusqu'au bout par le manque de moyens financiers. Mais ce que je souhaitais dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas imaginer ce qu'a été cette collaboration, cette idée d'échange entre le musée de Vilnius, la Fondation, le Centre Pompidou, ce besoin de contact, ce besoin de lien avec de ces personnels culturels, de ces artistes, que de venir donc en France, à Aix-en-Provence en particulier, pour parler de leur travail. Et c'est vrai que seul l'art, dans ce cas de figure, permet de telles beautés et de telles collaborations. L'art sert donc à nous réunir, sert aussi à mettre en avant nos valeurs politiques françaises. J'espère que nous pourrons continuer dans les semaines à venir à justement être un petit peu ce phare de la culture en Europe et dans le monde. Donc pour moi, effectivement, ce sujet de la création de liens entre nous est une évidence. Elle doit se poursuivre et nous devons tout faire pour arriver effectivement à mettre tous les publics dans les meilleures dispositions possibles. Merci beaucoup, Pierre. Je me permettrais juste une question peut-être un peu plus personnelle. Vous mettez toute votre énergie donc pour défendre l'héritage de votre grand-père. Et comment, dans une famille, l'art a créé, l'œuvre de votre grand-père a créé du lien entre vous? J'imagine si aujourd'hui, c'est votre vie professionnelle est dédiée à son œuvre, c'est que forcément vous êtes évidemment proche de lui, proche aussi de son œuvre. Comment, humainement, ça a créé du lien entre les générations, l'art, dans votre famille à vous? Alors ça a créé du lien, ça a créé du non-lien pendant très longtemps, mais là nous parlons que des choses belles, et c'est vrai qu'avec mon épouse et nos enfants, eh bien, toutes les valeurs sur lesquelles se sont réunis mes grands-parents pour justement permettre la création de cette fondation privée qui apporte effectivement une contribution importante en termes d'art. C'est devenu une réalité pour nous tous, et c'est ce qui nous permet justement de valider ces grandes idées généreuses qu'ont été celles de mes grands-parents, et nous faisons tout pour justement poursuivre et montrer que on a eu affaire à des gens absolument exceptionnels, donc on essaie de se mettre le plus possible au niveau d'exigence qu'il aura fallu. Petit garçon, vous aimiez ce qu'il faisait? Désolé, je vais sur le champ un peu personnel, mais c'est... Alors, petit garçon, j'étais le partenaire de jeu, donc j'ai eu la chance de ne pas être le fils. Et c'est souvent comme ça, hein, les petits-fils, petites filles ont toujours une relation toute particulière avec leurs grands-parents, donc j'ai eu cette chance d'être à ce niveau de relation. Mais j'étais donc le partenaire de pétanque, de billard, de poker, d'échecs. Je vivais ça un petit peu avec
un air un petit peu distant parce que c'était bon, je vivais peut-être heureusement avec ma mère, donc séparé de ce monde un petit peu fou dans lequel effectivement se mouvaient mes grands-parents et mon père. Et je voyais ça toujours avec un petit peu de recul en me disant bon bah oui c'est incroyable, pourquoi ces personnes viennent voir mon grand-père ainsi, pourquoi ces hommes politiques, ces grands marchands ou ces grands conservateurs de musées. Donc il y avait une sorte de dédoublement, non pas de personnalité, mais dédoublement de personnes. Je voyais ça un petit peu en retrait. Et puis après, bon, j'ai pris conscience que c'était quand même quelqu'un d'incroyablement puissant intellectuellement, qui s'était donné tous les moyens de mettre en place cette institution, mais aussi d'autres musées dans le monde. Donc ça m'a semblé donc tout naturel de poursuivre ce combat pour défendre effectivement des valeurs universelles absolument magnifiques. Merci beaucoup. Pour rester dans le monde de l'enfance, Nathalie, vous me parliez tout à l'heure d'un sujet qui vous est cher, qui est celui de la manière dont le cinéma peut aider à soigner les troubles de l'attention. Et on sait bien que les troubles de l'attention, c'est ce qui peut séparer beaucoup les enfants de la société. C'est aussi ce qui défait le lien. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelques mots là-dessus, et puis on passera à vos questions. Alors, est-ce que le cinéma peut soigner les troubles de l'attention? En tout cas, c'est une thérapie de l'attention. C'est vrai que nous avions reçu aux rencontres cinématographiques de l'ARP, nous avions organisé un débat en fait sur le sujet, avec notamment une neuropsychologue qui s'appelle Sylvie Chocron, et qui expliquait très simplement, je pense quelque chose qu'on peut tous comprendre, mais même en tant qu'adulte, on est en permanence sursollicité par les écrans dans tous les sens, on est sursollicité, donc nos capacités cognitives aussi ont tendance à être par moments à la fois sursollicitées et par moments sous-exploitées. Je vous donne un exemple très simple, le GPS. Aujourd'hui, on a tous Google Maps ou peu importe un GPS sur nos téléphones portables, donc finalement, on n'a même plus besoin d'apprendre à se repérer dans l'espace. Alors que, voilà, pour ceux qui ont grandissant, on devait se débrouiller, on devait prendre une carte, un plan, etc. Et donc c'est pareil sur à peu près toutes nos capacités cognitives. Ce que fait le cinéma, et ce qui est l'inverse de ce qui se passe quand on est chez soi, sur un écran, à regarder la télé, l'iPad, etc., où on est toujours en même temps sur notre téléphone, ce qui se passe au cinéma, c'est que pendant 1h30, on est face à un écran, à devoir se concentrer sur une seule chose, avec a priori un son. Et ça, il a été démontré du coup que c'est presque une thérapie de l'attention, c'est-à-dire que c'est extrêmement vertueux. Et donc notamment pour les jeunes qui ont tendance comme ça à être dans un monde sursollicité, mais certains, voilà, pratiquement depuis qu'ils sont nés, tout à coup, parfois les pousser à aller effectivement au cinéma, dans une salle où ils vont devoir se concentrer sur une seule chose, c'est extrêmement bénéfique. Et alors après, au-delà en plus de tout ce que ça peut transporter, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est très subjectif. On peut, d'ailleurs, moi je le dis par rapport à mes enfants, que ce soit vis-à-vis d'un film ou vis-à-vis d'une œuvre d'art, dans les musées, etc., on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Ça, c'est très, très important de le rappeler. Je pense que c'est ça qui est aussi merveilleux, c'est qu'on a le droit d'être touché ou pas, et il y a un aléa là-dessus. Mais voilà, à un moment donné, ce voyage-là est a priori extrêmement vertueux. Et je voudrais revenir là-dessus, parce que moi, avant de venir ici, on dit voilà, l'art de créer des liens. Je me pose toujours la question, mais c'est quoi l'art? Finalement, pourquoi certaines personnes auraient ce privilège de vous faire part de leur imaginaire? Et moi, je crois profondément que l'art ou l'artiste, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer, a priori, ce que les autres ne voient pas. Montrer l'invisible, capter. Donc c'est toujours pareil avec ces images parfois qu'on a dans la tête quand on écrit des histoires ou qu'on fait des films, avec ce qu'on fabrique quand on est artiste, qu'on sculpte, qu'on peigne, etc. C'est tout à coup, on va nous donner une vision qui n'est pas celle de tout le monde. Et c'est pour ça, profondément, j'en reviens un petit peu à l'économie tout à l'heure, c'est pour ça que le cinéma, de façon générale, ne peut pas être dans une logique de la demande, parce que les gens ne peuvent pas demander ce qu'ils n'imaginent pas. Ils ne peuvent pas demander ce qu'eux ne voient pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut rester vraiment dans ce qu'on appelle une logique de l'offre, c'est-à-dire laisser des artistes, des créateurs, à un moment donné, imaginer quelque chose et le communiquer, le partager. Alors parfois ça vous touchera, parfois ça ne vous touchera pas, mais c'est là, à un moment donné, qu'on va peut-être à ce moment-là prendre le risque, prendre le pari de créer des œuvres uniques qui vont surprendre. Et je peux citer, il y a quelques films, encore une fois, dans ceux qui ont été des grands succès français en plus de l'année passée. Anatomie d'une chute, je ne sais pas si vous l'avez vu,
Justine Triet, quand elle en parle, le dit elle-même, c'est un film qu'elle a écrit pendant le confinement avec son mari. Et elle disait, mais en fait, quand on a commencé à écrire ce film, on s'est dit, mais ça va n'intéresser personne. Et évidemment, vous avez vu le succès en fait, que ça a obtenu, comment ce film a voyagé dans le monde entier, comment il a obtenu un Oscar. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. Et comment, encore une fois, moi, j'ai emmené, pour le coup, pour revenir sur cette thérapie de l'attention, j'ai emmené mon fils de 14 ans, je l'ai un peu traîné. Il n'avait pas du tout envie de voir ça. Il aurait préféré jouer aux jeux vidéo ou regarder une série à la maison. Et il a été captivé pendant voilà, toute la durée du film. Et j'ai senti qu'il avait été profondément touché. Et voilà, moi, c'est ce qui me donne encore envie de faire mon métier, c'est de se dire, il y a un moment donné dans la salle de cinéma, et j'insiste parce que la salle de cinéma, aujourd'hui, je vous ai donné des chiffres positifs, mais un petit peu en danger, parce que c'est vrai que nos pratiques changent. Tous, et on a de moins en moins de temps. Alors, où passe notre temps d'ailleurs? Je pense beaucoup tous, on est tous sur nos téléphones, beaucoup. Donc je compte mon temps aussi là. Mais voilà, c'est important d'aller en salle de cinéma et c'est important d'y aller ensemble, c'est important d'y aller collectivement, c'est important d'emmener nos jeunes avec le Pass Culture dont vous parliez aussi. Et voilà, je vous encourage absolument à continuer à faire vivre notre cinéma. Merci Nathalie. Kenji, le fils de Nathalie a renoncé à une partie de jeux vidéo pour aller au cinéma. Non, mais ça, c'était pour la blague. Mais est-ce que vous voulez réagir à ces questions d'attention et de jeux vidéo? Parce qu'évidemment, tous les parents ici, on est tous un peu stressés sur les questions d'écran. Mais les jeux vidéo, évidemment, apportent aussi d'autres choses. Est-ce que vous voulez dire quelques mots sur le sujet? Oui, comme je l'ai dit, le jeu vidéo ont peu d'histoire par rapport au cinéma, par exemple, mais je crois que beaucoup d'esprits créatifs sont partagés avec d'autres styles artistiques, par exemple au cinéma. Le cinéma, je crois que c'est quelque chose de très intéressant, qui peut être très attirant quand on va au cinéma. Je pense que ça peut être une passion et nous pouvons tirer une énergie dans le cinéma. Mais je crois en peut-être une expérience un peu différente. Mais nous pouvons partager la même expérience en fait. Le cinéma, si on le regarde, ou sur un jeu vidéo, c'est tout à fait interactif. C'est facile d'être, donc pour un vidéo plus addict par rapport au cinéma. Je pense que pour un jeu vidéo, de côté, nous pouvons apprendre beaucoup de choses après le cinéma ou l'art traditionnel pour développer nos jeux vidéo. Alors peut-être que la vidéo, les jeux vidéo, l'animation ou le cinéma, alors même on peut dire que c'est interactif ou pas interactif, je pense que les spectateurs ou le public donc, réagit. Nous pouvons de toute façon partager avec les autres divertissements. On a 5 minutes encore, hein. On a le temps pour quelques questions. Si vous avez pour l'un de nos panélistes des questions, n'hésitez pas. Ah, monsieur, allez-y. Attendez, monsieur. Est-ce que c'est vrai que le coût d'un jeu vidéo international est aussi cher qu'un film? Ah, très bonne question. On est à une journée économique, donc c'est normal que vous posiez cette question. Bien sûr. Alors, donc les prix vont être très différents. Donc peut-être quelqu'un peut développer là-dessus. Peut-être, on peut dire, ça peut être peut-être $10 000 au plus bas, par exemple, mais on peut aller jusqu'à 200 ou 300 millions de dollars US pour le développer sur 3 ou 4 ans. Je pense que pour le cinéma, il y a la publicité et tout, pour des centaines de millions de dollars. Mais la plupart du coût
va dans la création des actifs, les modèles en 3D, l'ingénierie, les sons. Je ne connais pas tous les détails sur les coûts des films, mais pour les jeux vidéo, on ne demande pas, on va pas chercher des acteurs ou actrices célèbres. Nous pouvons donc les créer nos propres personnages nous-mêmes. C'est pour ça que la plupart des coûts va dans le 3D, donc les coûts, les sons, les autres tombés. On peut tomber dans des centaines de millions de dollars, effectivement. Il y avait d'autres questions, monsieur? Bonjour. J'aurais une question éventuellement à monsieur Vasarely et relative à l'accessibilité de l'art et plus particulièrement au marché de l'art. Alors moi, pour en partie travailler dans cet univers, mais en tant qu'avocat, j'ai quand même l'impression qu'en France, il y a un gap énorme entre ce qui est considéré être le marché de l'art et l'univers artistique et culturel, dans la mesure où la valorisation que représente le marché, les œuvres d'art, etc., reste quelque chose d'assez tabou, parce que ça en dit long sur notre rapport à l'argent en France, alors même qu'aux États-Unis, il y a quand même très souvent un alignement entre les comités d'acquisition, par exemple dans les musées et les institutions, et les marchés, avec un jeu de chaises musicales très bien ficelé entre Christie's, le MoMA, Gagosian, etc. J'aimerais donc vous interroger sur cette spécificité française relative au marché et à la valorisation des œuvres. Alors, pour ce qui est de parler de l'œuvre de Victor Vasarely, on est mal tombé, dans le sens où l'artiste, le plasticien, a dans un premier temps profité bien évidemment du marché, avec une galeriste qui l'a défendu, Coréam, donc galerie Denise René, donc entre 1945 et 1968. Et au moment où il a commencé à avoir des velléités de créer une fondation en restaurant le château de Gordes et ensuite en créant le bâtiment d'Aix, il a souhaité se distancier du marché en disant, voilà, maintenant je suis face à mes collectionneurs, face à mon public, et j'emmerde le marché. Donc il s'est coupé complètement des marchands, des galeristes, et a souhaité et a mené seul effectivement cette double activité de marchand et de président de fondations reconnues d'utilité publique à but non lucratif. Petit ordre d'idée qui est assez amusant et intéressant. En 1970, vous aviez le valeur du point de Picasso à ce niveau, et Vasarely était juste à ce niveau. Et c'est à ce moment-là qu'il décrète qu'il préfère avoir chez lui un poster, une reproduction de son travail, plutôt qu'un original, en disant que l'important, c'est la diffusion. C'est faire en sorte effectivement que l'œuvre voyage et soit connue et vue du plus grand nombre. D'où son appel aux multiples, d'où son appel à toute cette recherche de médias qui puissent justement être proposés à toutes les catégories du monde entier. Et c'est ainsi qu'on retrouve effectivement son travail un petit peu sur tous les continents et qu'on identifie aussi rapidement son œuvre. Dès qu'on voit un rond, un petit carré, c'est Vasarely. Donc c'est vrai que, et jusqu'à la fin de sa vie de créateur, il n'a eu de cesse que de défendre cette idée d'un art social, d'un art pour tous. Donc, mais c'est vrai que se privant du marché, se privant du relais des galeristes, des grands marchands, des banques, des assurances, parce que tout ça effectivement est très mêlé, eh bien, on est plus sur la défense d'un produit financier que d'une œuvre d'art. Donc, encore une fois, si je reviens à son projet de fondation, son idée était de revenir, dirons-nous, à toutes ces idées généreuses qui ont été défendues par le Bauhaus allemand de 1919 à 1933, où effectivement, il fallait absolument démocratiser l'art,
le montrer au plus grand nombre et non plus le voir comme étant un produit lié à une élite. C'est également tout son discours qu'il va développer pour réaliser donc ses œuvres dans le domaine public, faire qu'effectivement son œuvre soit vue dans les grands ensembles. Ça a été le premier à dénoncer les villes grises des années 50-55, en disant qu'on a voulu construire vite, mal et moche, et que pour lui, il fallait absolument, au contraire, faire en sorte que ces populations qui étaient déshéritées, qui seraient effectivement vouées à habiter dans ces grands ensembles, puissent avoir de l'art autour d'eux. Donc c'est un combat complètement différent. Donc, au contraire de ce qu'on a pu dire à un moment donné, à savoir que Vasarely était dans l'esthétisme, non, il était justement dans cette démocratisation de l'art, faire de cet art social quelque chose qui permette encore une fois au plus grand nombre d'y accéder. Donc voilà. Pardon. J'espère que je vous ai répondu. C'est de ma faute. Merci Pierre. Peut-être Anne, est-ce que tu veux en 15 secondes conclure notre table ronde ? Vraiment 15 secondes. Je trouve que ces débats montrent que l'art est à la croisée des tas de politiques économiques et de sujets passionnants. On a vu que l'art, évidemment, a à voir avec les marchés financiers, avec des actifs qui s'échangent sur des marchés. Il y a d'ailleurs un sculpteur argentin, je crois, qui a dit « l'art contemporain est un produit financier ». Et puis par ailleurs, l'art c'est aussi un creuset culturel, c'est une manière de partager des choses. On a beaucoup parlé pour le cinéma, mais aussi pour le jeu vidéo bien sûr, et pour les musées. C'est l'enjeu de politique publique importante, c'est une manière de se fabriquer une culture commune. Et à ce titre, je trouve que cette table ronde a été très éclairante. Merci beaucoup.